c'est Chloé. Et ce soir, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une rencontre qui a eu lieu il y a 1 an et demi et qui m'a beaucoup marquée et qui continue de marquer encore aujourd'hui. Cette rencontre, elle a eu lieu alors que je m'apprêtais à partir en service civique au Cameroun. Donc après 3 ans d'école d'ingénieur bien sérieuse et bien productive, j'avais envie de partir un petit peu quelque part et de me rendre utile. Donc je trouve cette fameuse ferme de Kaigama qui forme les jeunes Camerounais aux pratiques agricoles locales. Et avant de partir, il faut que je rencontre une certaine sœur Thérèse. Ok. Donc il faut savoir que je suis athée et que quand on me dit qu'il faut que j'aille à la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, à d'Enfer-Rochereau, je suis amusée, en fait, je suis un petit peu curieuse de rencontrer cette sœur. Donc j'arrive à la congrégation, je sonne, je pousse la porte et là, un garçon à l'accueil qui me dit que la sœur m'attend dans la pièce adjacente. Donc j'arrive dans cette pièce et là, je vois une petite dame qui est assise sur une chaise. Elle est assez âgée. Elle a une robe bleue typique de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, la coiffe qui va avec, et elle attend. Et elle tourne la tête, et quand elle me voit, son visage s'illumine. Elle saute à pieds joints, elle prend sa canne, et là, elle va aussi vite qu'elle peut jusqu'à moi. « Ah, bonjour Chloé, je suis si heureuse de te rencontrer !» Et donc moi, du haut de mes 1m75, je me penche pour l'embrasser. Et à peine on s'est rencontrés, qu'on est déjà assise et qu'elle me sort de son sac des fèves de cacao, du poivre, du beurre de cacao, et elle me fait tout goûter, tout sentir. Elle me dit, regarde, ça c'est fabriqué sur la ferme, les fèves de cacao enrobées de sucre. Donc je goûte, c'est vrai que c'est bon. Elle me fait sentir le poivre, qui a une odeur très particulière. Et en fait, là, on est parti pendant 2-3 heures. Elle me raconte toutes les 1001 merveilles qu'il y a à la ferme de Kaigama, les différentes cultures, l'huile de palme, les palmiers à huile, les cacaoyers, le miel, donc aussi le beurre de cacao qu'on fait avec les cacaoyers, toutes les transformations, mais il y a aussi les animaux, il y a les porcs, il y a les poulets, il y a les lapins aussi. Et moi, je sors de cette entrevue et je me dis, waouh, c'est le service civique de ma vie. Ça va être un truc de ouf. Et donc je pars en novembre 2018. Et comme bien souvent, quand on a des attentes, ça ne se passe pas comme prévu. Donc j'arrive à la ferme de Kaigama et en fait je découvre quelque chose de totalement différent de ce dont m'avait parlé la sœur Thérèse. En fait, je trouve qu'il y a une mauvaise ambiance, qu'il y a un petit peu des problèmes de gestion, des problèmes au niveau des cultures, des problèmes d'organisation. Et en fait, avec du recul, c'est normal. Une fois qu'un leader quitte un projet, en fait, le projet met un petit peu de temps à s'en remettre. Mais sur le coup, en fait, je suis déçue et je suis même en colère. Je suis en colère contre moi-même parce que je me dis, mais en fait, je suis qui ? Je suis qui, petite blanche, pour dire oui, j'arrive, je reste 6 mois, mais on va faire comme ça, on va réorganiser la ferme comme ça. Et au-delà de ça, aussi, j'ai beau avoir fait 3 ans d'études d'ingénieur agronome, je ne sais pas faire pousser une carotte. Et alors un tubercule de manioc, encore moins. Et aussi, je me dis, mais la sœur Thérèse, est-ce qu'elle ne m'a pas raconté des cracks ? Est-ce que finalement, elle n'a pas eu le bon filon à un moment donné ? Et puis voilà, le projet s'est fait, et puis elle m'a raconté ça. Et puis petit à petit, je discute avec les gens qui sont là-bas et je me rends compte que non, il y a autre chose. Les gens, quand ils parlent de la sœur Thérèse, ils ont le visage qui est illuminé. Tout le monde connaît la sœur Thérèse. Tout le monde a vécu une histoire avec la sœur Thérèse. Je me rends compte qu'il y a des jeunes qui ont pris confiance en eux grâce à elle. Et en fait, je me dis,
ouais, il y a autre chose. En fait, c'est pas juste, non, elle a eu le bon filon à un moment donné, c'est quelqu'un qui a du charisme. En fait, elle fait partie de ces personnes qu'on a la chance de croiser dans notre vie et qui ont quelque chose en eux, une énergie qui dégage et qui permet d'emmener les autres avec eux. Et elle a aussi vraiment de l'optimisme, en fait, aussi. C'est ça qui permet d'embarquer les gens. Et je me rappelle, quand j'étais là-bas, je l'appelais quand j'étais pas très bien. Elle me disait « Mais non, Chloé, regarde, c'est magnifique. Là-bas, déjà, tout pousse. Il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Donc tout pousse. En un mois, on a des cultures. Et les gens, la solidarité des gens, c'est magnifique. » Et pour vous donner un exemple, c'était le 15 avril 2019. Ce fameux 15 avril, nous avons failli perdre Notre-Dame, je vous le rappelle. Et je l'appelle le lendemain. Et je me dis, mais elle va être dévastée. C'est le symbole catholique, c'est une sœur, mais mon Dieu. Donc je l'appelle et je lui dis, Sœur Thérèse, ça va ? Et là, elle me dit, oui, c'est vrai que c'est dommage, Chloé, mais regarde comme c'est magnifique, la solidarité des gens, il y a déjà des gens qui donnent, on va la reconstruire encore plus belle qu'avant, ça va être formidable. Et moi, je suis là. Ah ouais. C'est vrai qu'on peut voir les choses aussi sous cet angle-là, et finalement, c'est cool, quoi. Et bref, tout ça, c'est pour vous dire que Sœur Thérèse, elle m'a montré que voilà, on pouvait avoir tous en fait cette chose en nous. Elle appelle ça la foi en Dieu, mais on peut l'appeler comme on veut. Il y en a qui appellent ça l'amour. Ma mère, elle appelle ça avoir son petit moteur interne qui fonctionne. Et on peut l'appeler n'importe comment. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai senti en elle et que j'aimerais moi aussi un jour partager avec les gens et dire que voilà, j'ai réussi à transmettre cette énergie. Mais si je vous en parle ce soir, c'est surtout parce que Sœur Thérèse, elle est là avec nous et qu'elle va venir nous raconter son histoire et vous partager son énergie sur scène. Bonsoir, Sœur Thérèse. Bonsoir, Chloé. Merci d'être parmi nous. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes ? Bon, je suis Thérèse Bedin, née en 1936 dans l'Orne. Et, bon, je sais que j'étais très attendue. J'ai grandi en pleine campagne. Je suis allée à l'école, comme tous les enfants des campagnes, dans une école de 14 enfants, et il n'y avait qu'un maître. C'est là que j'ai appris à être attentive aux autres et à aider. J'étais seule de mon année, et à peine âgée de 8-9 ans, je faisais lire les plus petits. Le maître s'appuyait beaucoup sur moi pour l'aider. Je vous explique ça, pourquoi ça va vous faire comprendre la suite. Alors, j'ai quitté l'école à 14 ans parce que j'étais la fille aînée. Nous sommes 6 enfants, mais la fille aînée. Et on comptait beaucoup sur moi. À 14 ans, mes parents venaient me chercher avant la fin des classes pour aider à la fenaison, faire la cuisine pendant que les hommes allaient au travail et aider maman. Je dois dire qu'en sortant de l'école, toute petite, déjà à 6-7 ans, j'ai des mamans, en rentrant de l'école, à traire les vaches. Je n'avais jamais le temps d'étudier mes leçons. Mais tout s'est très, très bien passé. J'étais heureuse parce qu'on m'aimait, on m'entourait, on avait confiance en moi, on comptait sur moi pour faire la cuisine pendant que les hommes allaient faire la moisson et autres. Et à 17 ans,
Mon père avait 2 fermes, et à 17 ans, je m'étais trouvée seule sur la 2e ferme. Et arrivée dans le champ, je me suis sentie enveloppée dans la confiance, dans l'amour, et je n'avais plus peur d'être seule. Voilà. Je vous raconte ce petit fait qui fera comprendre la suite. Et arrivée à 19 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie ? J'étais très attirée par le désir d'aider les autres. Je sentais que Dieu, ou qu'on peut appeler le divin, était là avec moi. À 19 ans, je suis allée à Lourdes pour demander à la Vierge de me donner un signe. Qu'est-ce que je devais faire de ma vie ? Et là, il y a un prêtre qui m'a dit « Tenez, mademoiselle, lisez ce livre-là, puisqu'il voyait que je m'intéressais. Ça va vous intéresser. » J'ai pris le livre et je l'ai lu. Et le titre était « Au chevet de la souffrance ». Et on parlait de Anne-Marie Javoué, la fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui est aussi la promotrice de la préparation des esclaves à leur libération en Guyane. Je vous dis ça parce que c'est une œuvre très importante. La fondatrice a toujours répondu toute sa vie aux cris des gens qui étaient sur sa route. Donc on revient, je rentre et je dis à mes parents, je suis sûre, c'est là, voilà ce que je veux faire de ma vie. Et entrer dans cette congrégation, on regarde l'adresse, et le 21 novembre suivant, nous allons jusqu'à Paris avec mes parents. On décide que je rentrerai le 15 février. J'ai dit, on décide. Mes parents me faisaient confiance, et voilà, ils me suivaient. Et je suis rentrée le 15 février, j'ai fêté mes 20 ans le 30 janvier, et c'était 56, et j'entrais. J'ai donc fait le calcul. Le 30 janvier dernier, j'ai fêté mes 84 ans. Alors, j'ai eu une préparation donc, dans cette congrégation, et j'ai été envoyée, lorsque j'ai fait profession, j'ai été envoyée au Congo-Brazza pour m'occuper de la préparation des jeunes filles au mariage. C'était Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qu'une sœur vous a dit avant de partir sur le terrain ? Voilà, la supérieure générale qui m'envoyait m'a donné quelques livres sur l'éducation, l'économie domestique, puériculture et autres. Et elle m'a dit, ma petite sœur, vous vous formerez sur le terrain. Parce que moi, j'étais entrée avec des jeunes filles qui avaient toutes au moins le bac. Voilà. Oui, et vous êtes partie ensuite au Congo. Oui. Et il y a un bon exemple qui montre que vous êtes formée sur le terrain, c'est lors d'une épidémie de polio qu'il y a eu là-bas au Congo, où en fait, très vite, vous avez appris l'orthopédie, la kinésithérapie pour soigner les personnes là-bas. Mais oui, je dois dire que je cherchais toujours les opportunités aussi. Hein. Seule devant une hécatombe d'enfants atteints de polio, je pense qu'on m'avait donné cette responsabilité parce qu'on savait que j'allais me débrouiller. Toujours, on pensait que c'est un mot. Et là-bas, en Afrique... C'est vrai. Et il y a un autre exemple qui montre que vous arriviez à vous débrouiller. C'est à Linzolo, au Congo, toujours, quand un jour, une de vos sœurs vient vous voir et elle vous demande d'amener le courant dans une maternité. Oui, on avait un problème à la maternité. On faisait les accouchements avec une lampe pétrole et autres. Et elle vous dit, et vous, en fait, vous trouvez la solution en 8 jours ? Mais je suis restée stupéfaite. Je me suis dit, mais elle ne sait pas de quoi elle parle. Bon, moi, étant dans l'obéissance, je me suis dit, quand je devais rentrer en France, je me suis dit, je vais quand même montrer de la bonne volonté. Et toujours, j'avais dans cette idée, si Dieu veut, si le divin, si Dieu qui est là avec moi, veut que ça se fasse, il mettra sur ma route les moyens. Donc, je partais quand même déjà avec beaucoup d'éléments pour renseigner les gens à qui je m'adressais. Et je demande à un de mes beaux-frères, j'étais toujours très proche de ma famille, hein,
bien que restant parfois 6 ans, 7 ans sans rentrer, mais j'ai resté très proche. Et j'ai demandé à un beau-frère, est-ce que tu ne peux pas... Voilà, lui aussi est resté perplexe. Bon, lui aussi se disant, je mets de la bonne volonté aussi. Alors, il me dit, non, je connais un monsieur qui est à la CGLEC, le directeur de la CGLEC, je ne sais pas si ça existe toujours en France. Et alors, moi, j'ai toujours souhaité faire quelque chose pour l'Afrique, mais là, vraiment, ça m'intéresse. On vous aide. Donc, on a trouvé les préfets, les maires. Et donc, en 8 jours, vous avez trouvé la solution. Le projet a été monté en 8 jours pour l'association. Donc, il fallait avoir l'accord de la préfecture, etc. Tout s'est fait très rapidement. Voilà. Et ensuite, après le Congo, vous partez au Cameroun, où pendant plusieurs années, vous vivez avec les Pygmées. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les Pygmées et qu'est-ce que vous avez fait pour eux là-bas? Alors, donc, les élèves du lieu s'étaient adressés à notre maison mère qui est à Paris et avaient demandé qu'on vienne fonder chez les Pygmées. Il y avait déjà eu des religieuses, mais qui quittaient, qui étaient trop âgées, fatiguées. Et elles n'avaient pas de sœur pour remplacer. Et la sœur qui devait aller fonder chez les Pygmées est tombée malade. Donc, la responsable a dit, Sœur Thérèse, finissez vite ce projet électricité, inauguration, et aussitôt après, vous partez pour le Cameroun. Bon, voilà. C'est très rapidement. J'ai dit, bon, le Seigneur va... Là, je partais vraiment... Nous sommes remontés au Nord Congo, on a pris une pirogue qui était trop chargée, et je ne peux pas vous raconter. Non. Bon, parlez-nous des Pygmées. Bon, les Pygmées, ce sont des gens vraiment là, d'une grande bonté, mais d'une grande bonté, très timides. Ils sont déjà petits de taille, mais certains sont déjà grands, comme moi. Et là, l'évêque du lieu avait demandé que de travailler dans le cadre de la santé, éducation et développement. Donc voilà. Bon, et les Pygmées, ce sont en fait un peuple qui vit dans la forêt? Oui, qui vivent surtout de cueillette et de chasse. Bon, une histoire très amusante. Le monsieur est ici, monsieur Tallier, là. Je suis venue en France, quand je suis venue en France en 99, j'ai cherché à entrer en relation avec ceux qui étaient à la tête et qui pouvaient m'aider pour choisir les noix ténéra, des noix de palmier sélectionnées. Et le Seigneur a mis sur ma route, comme d'habitude. Pour moi, c'était en 99, il travaillait, il voyageait en grande voiture. Et il m'avait dit, je viendrai vous aider plus tard quand je serai à la retraite. Mais à partir de ce 99, il nous a déjà aidés, mis en relation avec les gens voulus pour avoir de vraies noix ténéra sélectionnées. Les Pygmées sont cueilleurs et ils allaient dans la brousse cueillir des régimes de palmiers sauvages, mais c'est à qui arrivera toujours le premier, et les régimes, on les cueillait à peine formés. Bon, j'ai observé énormément de choses. Bon, ça nous a permis, parce qu'ils vivent donc de cueillette et de chasse. Oui, et ces Pygmées, vous aviez souvent envie de les aider, et comme d'habitude, vous vouliez à tout prix trouver le meilleur moyen de les aider. Et il y a une histoire qui vous est arrivée aussi récemment, où on vous a dit que ce n'était pas forcément une très bonne idée, mais vous, à tout prix, vous vouliez rencontrer M. Bolloré pour lui demander de l'aide. Oui. En toute humilité. Bon, voilà. Et vous avez réussi, en fait, par un hasard, à croiser sur votre route un jour à Paris quelqu'un qui connaissait M. Bolloré. Et vous lui avez dit, donc, en fait, que vous souhaitiez rencontrer M. Bolloré. Et cette personne-là vous dit que finalement, elle le connaît, oui, et qu'elle sait comment faire pour le rencontrer. Voilà. Et donc, vous, en fait, est-ce que vous pouvez nous raconter, en fait, ce fameux jour où vous avez réussi à... Oui, mais je savais que le courrier que je faisais allait le toucher parce que lui avait travaillé à Molundu et c'était un forestier en ce temps-là.
Mais maintenant, il n'est plus forestier. Mais je le connais. Je savais qu'il avait donné ordre d'aider les sœurs d'entretenir notre véhicule, parce que la région dont on s'occupait avait 200 km de long et on entrait après dans la forêt. Donc, bon, oui, je vais sauter sur tout le reste. Je reviens donc à M. Bolloré. Mais par tout ce qu'il faisait, je sentais que cet homme-là serait heureux de faire quelque chose pour les Pygmées. Alors, donc j'ai fait un courrier, il me fallait 2 conteneurs. Et j'ai écrit à M. Bolloré pour lui dire on est en train de collecter du matériel agricole. Et il me faudrait 2 conteneurs pour envoyer ce matériel agricole, parce que nous avons donc notre ferme-école, mais en plus, on est en train d'aider les jeunes à s'installer à leur propre compte. C'est une parenthèse. Je reviens à M. Bolloré. Je savais que j'allais le rencontrer à un endroit, à tel endroit. C'est le gardien qui m'avait dit « Venez dimanche soir, il vient à tel endroit, il vient prier ». Mais j'avais déjà écrit. Et quand j'ai vu un homme convenable, bien, s'avancer, et je me suis dit, oh, c'est peut-être lui. Il ne faut pas que j'attende que tout le monde arrive, sinon. Alors, je m'avance vers ce monsieur. Et je lui dis que j'aimerais rencontrer M. Bolloré. Vous êtes peut-être M. Bolloré? Il me dit non, je sens ce que vous voulez. Vous voulez le pharmacien? Moi, je suis pharmacien. Non, le forestier. Et il me dit, bon, je vais aller rencontrer, je vais rester là. Je lui avais expliqué ce que je venais faire, ce que je souhaitais. Et il m'a fait signe, et quand j'ai vu M. Bolloré, il avait déjà reçu mon courrier. Et M. Bolloré et moi, nous nous sommes embrassés, parce que nous nous sommes comme reconnus. Et alors, il m'a dit, ma sœur, vous aurez vos 2 conteneurs et plus. Et plus. Et plus. Et ça... Laissez libre cours à votre imagination. Voilà. Voilà. Et... Donc, Sœur Thérèse, avec toutes les histoires que vous nous avez racontées là, et il y en a encore bien d'autres, donc vous avez passé 60 ans en Afrique, oui, au total. Et moi, j'aimerais savoir, et je pense que les gens seront aussi curieux de savoir, qu'est-ce qui vous a guidé, en fait, tout ce temps-là? Est-ce que c'est uniquement la foi? Oui, c'est la foi. J'ai très, très confiance en Dieu. Je sais que Dieu, le divin, nous habite tous. Et bon, j'ai toujours accepté, vous avez vu, accueilli ce que la vie me demandait, par mes responsables, par des événements. Et mon désir profond, c'était toujours d'aider les autres. Et il y a eu, par exemple, l'histoire du conteneur et tout ça, mais je demande toujours au Seigneur, même lorsque nous avons construit. Il y a l'économe diocésain avait dit, ma sœur, vous avez 2 chances sur 100 d'obtenir une aide pour la construction. Et je me suis dit, mais Seigneur, si tu veux qu'on construise et qu'on fasse quelque chose, tu nous donnes un signe, tu fais qu'on obtienne cette petite chance de 2 chances sur 100. C'était écrit aux œuvres pontificales missionnaires, et on a reçu un courrier quelques temps après, et voilà, nous avions les 2%. Mais finalement, qu'on l'appelle Dieu ou autre chose... Pour moi, c'est d'autres appellent énergie, d'autres appellent combat chez les Pygmées, Nzambé ou Allah. C'est toujours le même créateur. Donc moi, j'ai un grand respect pour les autres. L'essentiel, c'est de s'entraider, de s'aimer. Parce que le créateur, Dieu divin, c'est un être d'amour, un créateur d'amour. Et moi, je souhaite, parce que j'ai la preuve que quand on s'entraide, et c'est le message que j'ai laissé à tous les jeunes qui sont en train de s'installer, monsieur, plusieurs personnes sont là, savent que nous continuons, de là d'où je suis, nous continuons d'aider, de soutenir des jeunes et leur donner l'esprit d'entraide. Celui qui a un magnétisme, qui sait trouver l'eau à 12-15 mètres,
il va montrer, j'appelle, tu vas aller montrer, et on découvre que d'autres ont aussi ce magnétisme pour découvrir. Donc c'est un esprit d'entraide, d'amour, de compréhension. Et notre monde sera plus beau. Voilà. Et merci beaucoup, Sœur Thérèse. J'en profite pour dire merci, un très très grand merci à Chloé pour tout ce qu'elle a fait. C'était peut-être un peu dur, mais merci. Je vous remercie aussi. C'est un moment assez précieux qu'on a partagé ensemble, et moi je suis très contente de ce que vous m'avez enseigné et des histoires que vous racontez. Et je pense que Sœur Thérèse sera très heureuse de raconter encore et encore des histoires s'il y en a qui sont très intéressés. Elle a WhatsApp, elle a les mails, elle n'a pas Facebook, mais elle est joignable totalement. Elle sera ravie de discuter avec vous. Merci. Merci à tous.